Alors imagine voir juste 2 minutes. Tu crées une société privée, tu imprimes de l'argent de manière tout à fait légale, tu investis cet argent derrière et tu gardes les profits en plus de ça. Avoue que le concept il est quand même assez extraordinaire. Et ben en vrai, c'est exactement ce qui se passe pour la société Tether, qui se cache derrière le business du stablecoin le plus répandu dans le monde de la crypto, à savoir l'USDT. Pour moi, c'est un business de génie, et justement, on va voir aujourd'hui ensemble comment ça fonctionne dans la pratique. Salut, moi c'est Marc, bienvenue sur Le Prisme. Ici, on met en perspective tout ce qui touche de près ou de loin aux finances personnelles, au business et à l'investissement. Si tu t'intéresses un minimum à l'investissement dans la crypto, c'est impossible que tu n'aies pas déjà entendu parler de l'USDT. Par contre, ce qui est beaucoup moins sûr, c'est que tu aies déjà étudié dans le détail le fonctionnement de la société qui émet justement ces fameux USDT, à savoir Tether dont je parlais à l'instant. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça d'un point de vue business et entrepreneuriat, mais on va quand même faire quelques parallèles avec ce que ça veut dire pour toi en tant qu'utilisateur de l'USDT. Déjà, commençons par rappeler à quoi sert l'USDT et, à ce titre, tous les autres stablecoins. Admettons, ta grand-mère te file un billet de 100 $. Tu te dis, chouette, je vais aller investir ces 100 $ en crypto. Ce dollar-là, tu ne peux pas directement l'investir en crypto. Il est incompatible avec la blockchain. Tu dois d'abord le transformer en un équivalent numérique qui, lui, est compatible avec la blockchain, à savoir le stablecoin. Tu prends donc ton billet de 100 $ et tu vas chez quelqu'un qui veut bien t'échanger ce billet contre son équivalent numérique, si je puis dire, dont tu peux te servir sur la blockchain. Ce quelqu'un, dans notre scénario ici aujourd'hui, c'est Tether dans le cas de l'USDT. Tu lui amènes donc ton billet de 100 $, enfin ton 100 $ USD, US dollar, et il te rend 100 US $ façon Tether, l'USDT, le T comme Tether. C'est à ce niveau-là que se passe l'impression monétaire dont je parlais en intro. En vrai, regarde ce qui se passe. Tether reçoit tes 100 $, les garde, appuie sur un bouton magique et crée 100 $ numériques qui n'existaient pas auparavant. Prenons un exemple concret de ce que ça veut dire. Avant, avec tes 100 US $, tu pouvais te faire un resto avec ta copine, tu pouvais t'acheter un menu à 100 $, et c'est tout. Le pouvoir d'achat global dans l'histoire était donc bien de 100 $, point barre. Maintenant, tu as échangé tes dollars contre de l'USDT. Admettons, si jamais ton restaurant il accepte les USDT, tu peux toujours te faire ce même menu-là avec ta copine à 100 $. Ni plus, ni moins. Par contre, n'oublie pas maintenant que c'est Tether qui a gardé ton billet. C'est Tether maintenant qui a ton billet de 100 dans son coffre-fort. Tu vois où je veux en venir. Maintenant, en fait, Tether, s'il le voulait, il pourrait s'acheter exactement le même menu. Tu as payé 100 USDT pour ton menu. Tether paye le même menu maintenant 100 US $. Le pouvoir d'achat global dans l'histoire maintenant, il est de 200 $. Donc, tu es d'accord, il y a 100 $ qui ont été, entre guillemets, créés quelque part. En pratique, tu l'auras compris, Tether, ils ne vont évidemment pas aller au resto avec cet argent, ils sont beaucoup trop malins pour ça. Et justement, ça nous fait une belle transition. Regardons ensemble ce que Tether va faire avec ces 100 $ en regardant leur business model pour bien comprendre comment fonctionne leur entreprise. Au moment où je fais cette vidéo, il y a environ 120 milliards d'USDT en circulation. Juste pour que tu comprennes bien ce que ça représente comme chiffre, je te l'affiche avec tous les zéros à l'écran. Je ne vais pas aller dans le débat, dans le détail, pour dire oui ou non, est-ce qu'il y a vraiment autant de US $ dans le coffre-fort des Tether qu'il y a d'USDT en circulation, mais pour la simplicité de la vidéo, on va admettre qu'il y a exactement, un pour un, autant d'US $ dans le coffre-fort des Tether qu'il y a d'USDT en circulation. Toi, tu es venu avec ton billet de 100 $ pour l'échanger contre 100 USDT, rappelle-toi. Quand tu regardes ce chiffre de 120 milliards d'USDT, tu vois bien que ça fait un paquet de bonhommes comme toi et moi qui se sont pointés dans la boutique virtuelle de Tether pour échanger leurs 100 balles contre de l'USDT. Tether dispose donc de 120 milliards de US $ dans leur coffre-fort. Et à ton avis, ils en font quoi? On l'a déjà dit, ils sont pas bêtes, ils les investissent. Et ils les investissent dans quoi? Pour faire simple, ils investissent majoritairement dans des bons du trésor et des obligations d'État. Bien qu'aucun investissement, tu le sais, ne soit 100% sûr, les obligations d'État sont quand même, on va dire, dans la famille des investissements considérés comme relativement peu risqués. Même si le rendement est évidemment en adéquation, il est plutôt dans la fourchette basse, c'est normal, ça va avec. Le rendement en soi, on va dire, comparé à d'autres investissements, il fait pas rêver. Mais rappelle-toi de la somme d'US $ que Tether détient, 120 milliards de US $.
Au moment où je fais cette vidéo, les bons du Trésor côté US ont des taux d'environ 5% hors de grandeur. Pour la simplicité, on va faire justement les calculs avec ces 5%. 5% de 120 milliards de dollars, ça fait bien 6 milliards de dollars. Donc, en d'autres termes, juste les intérêts sur ces investissements à faible risque rapportent 6 milliards de dollars en une seule année. Là, je te parle, attention, uniquement des intérêts sur le capital qui a été apporté par ceux comme toi et moi qui ont échangé leurs dollars contre de l'USDT. Et je te parle encore une fois des intérêts sur une seule année. Garde en tête que la société existe depuis 2014, donc tous les milliards d'intérêts qui ont été générés dans les années précédentes, à ton avis, c'est pareil. Ils ont eux aussi été, pour la plupart en tout cas, réinvestis. Et là, on a un magnifique effet boule de neige avec les intérêts composés justement. On avait déjà discuté dans une précédente vidéo des intérêts composés et je te mettrai le lien quelque part sur l'écran là et en bas dans la description. Résultat des courses pour Tether maintenant. Au premier trimestre 2024, ils ont généré des profits, toute activité confondue, de 4,5 milliards de dollars. Attention, je précise, je ne te parle pas de toute l'année là, je te parle juste du Q1 2024. Et je ne te parle pas non plus de chiffre d'affaires, mais je te confirme que je te parle bien de profit. On ne sait pas exactement combien d'employés il y a chez Tether, mais cela reste somme toute assez faible compte tenu du volume du business qui est généré. Ils ont récemment dit qu'ils voulaient staffer et quasi doubler la taille de leurs équipes pour atteindre à peu près 200 personnes en 2025. Donc pour la simplicité encore une fois de la vidéo, je vais faire mon calcul aujourd'hui en disant ils ont aujourd'hui à peu près 100 employés. Pour 100 employés, on parle d'un profit réalité, attention, par tête, par employé, de 45 millions de dollars en un seul trimestre. C'est des chiffres qui sont tellement aberrants qu'il faut vraiment qu'on les mette dans un contexte pour bien que tu comprennes ce que ça représente. On va prendre une entreprise que tu connais certainement très bien, on va prendre Apple. Apple, souvent considérée comme l'une des sociétés les plus profitables qui soit, affichait en 2022 un profit d'environ 460 000 dollars par tête par an. Donc là, on est en train de comparer 45 millions par tête par trimestre chez Tether à 460 000 dollars par tête par an chez Apple. Même si tu compares les profits annuels de Apple avec les profits trimestriels de Tether, tu as un facteur 100 entre les deux. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est énorme, c'est impressionnant. Allez, pour rendre la chose encore un peu plus intéressante, on va maintenant reparler des placements de Tether. Au début de la vidéo, pour faire simple, je te parlais uniquement de leurs investissements dans les obligations d'État. Depuis récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas de manière officielle, ils ont aussi une politique d'investissement dans le Bitcoin. Pour te donner un ordre de grandeur, Tether détenait 75 000 Bitcoins au 1er avril 2024. Sauf erreur, et si jamais tu me corrigeras, la première fois que Tether a officiellement publié sa position en Bitcoin dans ses rapports, c'était en mai 2023. Juste pour te donner un ordre d'idée, au jour où je fais cette vidéo, le Bitcoin vaut à peu près 60 000 dollars. Tout pile un an en arrière, le Bitcoin valait 26 000 dollars. Donc tu vois où je veux en venir. Pour Tether, c'était un investissement qui était certainement bien lucratif. Bref, on reprend. Ils récupèrent tes dollars, ils les placent, ils impriment d'autres dollars au passage en toute égalité, ils gardent les intérêts, ils investissent les intérêts dans d'autres actifs qui à leur tour génèrent d'autres intérêts et les actifs eux-mêmes s'apprécient intrinsèquement. Non mais voilà le rouleau compresseur. J'espère que tu te rends compte de ce que c'est. D'un point de vue entrepreneuriat et business, franchement, c'est une masterclass. Bon, maintenant qu'on a vu tous les côtés, on va dire, impressionnants de la chose, je pense que cette vidéo ne serait pas complète si on ne parlait pas aussi un tout petit peu des risques qui y sont associés. Ces risques, tu ne peux non seulement les considérer d'un point de vue, on va dire, business et entrepreneuriat, mais tu peux aussi les considérer d'un point de vue, toi, investisseur et utilisateur surtout de l'USDT. Pour commencer, on va regarder tout bêtement leurs actifs physiques. Tether, pour faire tourner leur boîte, ils n'ont pas vraiment besoin d'actifs physiques. Ils n'ont pas d'usine, ils n'ont pas de machines, ils n'ont pas besoin d'énormément d'immobilier, c'est quelques bureaux, d'accord, mais bon. Ils ont quelques data centers, quelques serveurs, peut-être, tu vois. Mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, de ce point de vue-là, pas de grands risques ou pas de grosses dépendances pour leur activité. Ensuite, on va regarder les coûts opérationnels. Pareil, on a vu qu'ils avaient une équipe relativement très réduite au vu de leur business. Donc de ce côté-là non plus, le coût des opérations, il reste relativement faible. Et en tout cas, le coût des opérations n'est pas un facteur à très grand risque pour leur activité. Troisièmement, on va regarder ensemble la composition de leur portefeuille d'actifs. On l'a vu, c'est principalement des obligations d'État considérées comme relativement peu risquées.
Un petit peu de Bitcoin par-ci par-là, depuis peu en plus, mais on l'a vu, ça reste des proportions quand même relativement faibles. Globalement, le risque sur l'ensemble du portefeuille reste faible, bien que je t'invite à te faire toi-même ton propre avis. Quatrièmement, maintenant, parlons un petit peu de la liquidité. Ici, je mettrai vraiment un gros point d'interrogation, car il y a, à mon avis, plusieurs questions qui se posent. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde, pour X raisons, souhaite rééchanger ses USDT contre des US dollars en même temps? On va dire comme une sorte de bank run, sauf que cette fois-ci sur la société Tether et pas sur une banque. Déjà, à ma connaissance, il n'y a pas d'audit qui prouve qu'il y a vraiment un pour un autant de US dollars dans le coffre-fort de Tether qu'il y a d'USDT en circulation. Ils vont évidemment te dire que oui, mais en fait, tu n'as aucun moyen de le vérifier. Depuis maintenant quelques années, Tether émet des attestations entre guillemets pour dire si, t'inquiète, regarde nos graphiques, ils sont super beaux, et dessus en plus, tu vois qu'il y a bien tous les fonds dans nos coffres-forts, t'inquiète pas. En réalité, une attestation n'est en aucun cas équivalente à un audit. Je ne vais pas aller dans le détail maintenant, mais il y a quelques différences subtiles mais fondamentales entre un audit et une attestation. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes ici, c'est qu'une attestation ne te donne en pratique aucune certitude sur les réserves de US dollars dans le coffre-fort de Tether, mais alors vraiment aucune. Je fais une petite parenthèse ici parce que si jamais tu es abonné à la chaîne depuis un moment, tu sais que j'aime bien te provoquer. Même en admettant qu'un des 4 grands cabinets d'audit fasse un réel audit et nous montre que tout va bien, en vrai, même là, perso, je n'aurais jamais 100% confiance, surtout quand on se rappelle de l'implication de ces grands cabinets aussi dans les plus grands scandales financiers. Peut-être que tu t'en rappelles, on a plusieurs fois déjà parlé sur cette chaîne de la crise des subprimes. Donc, en vrai, ça reste des systèmes qui sont centralisés et opaques, même s'ils sont audités. Une entreprise centralisée et opaque qui vient auditer une autre entreprise centralisée et opaque. Donc, tu ne peux tout simplement pas savoir ce qui se passe en détail et tu n'as pas d'autre choix que de faire confiance. Bref, je ferme la parenthèse et je reviens sur Tether et la liquidité. En gros, la question que tu dois te poser et à laquelle je ne sais malheureusement pas répondre, si tout le monde voulait repasser aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ces USDT en US dollars, est-ce que Tether serait capable de le faire? Oui, non. Et sinon, quelles en seraient, d'après toi, les conséquences? Un cinquième point maintenant qui est assez proche de celui qu'on vient de voir ensemble, c'est toujours lié à la centralisation, à l'opacité et à la confiance, mais cette fois-ci, je te parle du contrôle. Garde en tête que si l'entreprise Tether veut bloquer des adresses, des fonds ou des transferts en USDT, elle le peut si elle le veut. Tiens, juste pour ta culture générale, je t'affiche une copie d'écran de Dune.com qui te montre le nombre d'adresses de wallets USDT bloquées, ainsi que les sommes que cela représente. 1,2 milliard d'USDT qui sont bloqués et inutilisables. Je ne connais évidemment pas les raisons qu'il y a derrière, je constate juste qu'il y a une instance centralisée qui a le pouvoir de bloquer un wallet si elle le veut. Maintenant, toi, tu en penseras ce que tu voudras. Tu es certainement quelqu'un de très honnête et de très droit, il n'y a aucune raison qu'il le fasse avec ton portefeuille, il n'y a aucune raison que ça t'arrive, mais c'est toujours le même principe. S'ils le veulent, ils le peuvent, et il n'y a rien que tu puisses y faire, ni aujourd'hui, ni demain. En fait, tout dépend de ton profil si tu veux. Si tu es le trader qui fait 50 transactions d'achat-revente à la minute, tu me diras que en fait, tu t'en fiches un peu, et tu me diras certainement ça à juste titre. Si par contre tu es dans la crypto parce que tu cherchais une alternative au système financier actuel et que l'aspect de la décentralisation et de la transparence a une certaine importance philosophique pour toi, pose-toi la question si l'USDT est la meilleure option pour toi. Je te l'accorde, il n'y a pas de solution parfaite, quoi qu'il arrive, et ce sera toujours un compromis pour trouver la solution qui se rapproche le plus, si tu veux, de ton profil. Par contre, à mon avis, c'est des questions qu'il faut absolument se poser au moins. Sixième point maintenant, la régulation. Là, on arrive dans quelque chose qui est beaucoup plus incertain. Donc, une société privée est soumise toujours aux lois et aux régulations en vigueur, et tu le sais, les régulations comme ça peuvent changer très rapidement. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point tu as suivi, mais la régulation autour de la crypto est même devenue un sujet à part entière dans les campagnes électorales des candidats aux présidentielles américaines qui arrivent en novembre. Donc bon. En vrai, on a beau se poser toutes ces belles questions là qu'on vient de se poser, mais une nouvelle régulation peut chambouler tout ça du jour au lendemain. Certaines décisions politiques peuvent avoir des répercussions immédiates sur une entreprise comme Tether, c'est évident. Je vais faire exprès de faire un scénario catastrophe ici, mais c'est vraiment pour te sensibiliser. Peut-être que ça n'arrivera jamais, certainement même, mais c'est toujours intéressant de se poser la question.
J'avais déjà fait une vidéo sur les monnaies numériques de banque centrale, les CBDC, et je te mettrai le lien quelque part aussi en description. Admettons que demain, les US lancent leur propre dollar numérique en version CBDC. Admettons aussi, je dis n'importe quoi, qu'ils considèrent que l'USDT est un frein au déploiement de leur propre CBDC, d'ailleurs, peu importe pour quelle raison. Pour fragiliser l'USDT dans son intégralité, les US ont une seule cible qui est très bien définie, la société Tether. Ils peuvent leur mettre des bâtons dans les roues, assez facilement d'ailleurs, par la régulation. Admettons encore une fois, ils décident du jour au lendemain que Tether n'a plus le droit de convertir un US dollar en USDT et inversement, parce que, soi-disant, ce n'est que l'État qui aurait ou qui devrait avoir le droit de faire ce genre de choses. Même si ce n'était que temporaire cette histoire, imagine la panique que cela créerait immédiatement après une telle annonce chez les personnes qui ont de l'USDT. D'un coup, tout le monde veut maintenant se débarrasser de son USDT pour l'échanger rapidement contre un autre stablecoin. Donc, crois-moi, dans ce scénario, un USDT va vite perdre en valeur et ne vaudra très rapidement plus exactement $1. Et encore, ça c'est si tu arrives à vendre ton USDT. C'est même pas dit que tu trouves quelqu'un qui veuille bien te prendre et te racheter ton USDT, attention. Bref, dans ce scénario, un USDT ne vaudrait donc plus exactement un US dollar, on a vu à l'instant. À partir de là, qu'est-ce que, à ton avis, se passerait maintenant d'après toi? Pour la société Tether, pour les USDT, pour le marché crypto de manière générale, vu la quantité d'USDT en circulation, ça fait maintenant 10 ans que la société Tether existe et qu'il n'y a effectivement pas eu de gros scandales liés à son sujet. Mais bon, maintenant, il y a deux camps. Il y a ceux qui vont te dire qu'il ne s'est jamais rien passé en 10 ans et qu'il n'y a aucune raison que cela change. Et bon, c'est un point de vue. Il y en a d'autres qui te diront que ça fait justement déjà 10 ans que ça dure, ça fait 10 ans qu'ils passent entre les mailles du filet, et que ça ne pourra pas durer comme ça éternellement. C'est fondamentalement maintenant à toi de voir comment tu te positionnes. Pose-toi la question si le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ne s'applique pas aussi au stablecoin. Parce que oui, comme on l'avait déjà dit, il n'y a pas que l'USDT, il y en a bien d'autres, même s'ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Septième point, autour de l'aspect de la sécurité des données, où une seule société privée, pas vraiment régulée en ce moment, détient autant d'informations sur autant de flux monétaires. Tu l'as compris dans mon discours précédent, je ne vais plus aller autant dans le détail car c'est vraiment le même principe qui s'applique. À toi de voir maintenant comment tu te positionnes par rapport à ça, donc non seulement sur l'aspect confiance que tu dois avoir, mais aussi sur l'aspect du vecteur d'attaque unique et de cybersécurité. Bon, ouf! On a vu aujourd'hui beaucoup de choses ensemble au sujet de la société Tether et de son stablecoin USDT. Qu'est-ce qu'on en retient et quelles sont les conclusions? D'un point de vue entrepreneur, le business model de Tether il est juste tout simplement génial et c'est l'une des sociétés les plus profitables qui existent. Imprimer de l'argent en toute légalité, investir l'argent et garder des profits, tout ça en étant moins régulé qu'une banque, faut quand même dire que c'est du génie entrepreneurial. Tout ça avec un nombre de salariés hyper bas. Si jamais tu es entrepreneur, je pense que ça montre à quel point l'innovation sur le plan du business model est importante. Je dirais même que l'innovation sur le business model est au moins aussi importante que l'innovation du produit ou du service en soi. Le business model peut vraiment faire toute la différence. Maintenant, d'un point de vue investisseur, ma conviction personnelle est de ne pas investir dans quelque chose que je ne comprends pas. C'est pas du tout un conseil en investissement ou quoi que ce soit, mais je te partage juste mon avis et ma manière de faire, mais évidemment tu feras bien comme tu voudras. Partant de ce principe-là, j'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre un minimum ce qui se passe en arrière-plan quand tu échanges ton euro ou ton dollar contre de l'USDT. Avec chaque transaction que tu fais, avec chaque USDT que tu détiens, tu acceptes le risque qui va avec. À toi de voir maintenant comment tu te positionnes selon ton profil et à quel point tu es à l'aise avec le contexte actuel de Tether. Tether est évidemment un incontournable sur le marché, c'est pas la question, mais pour ceux qui s'y intéressent, il existe bien d'autres alternatives à l'USDT, et certaines même avec une approche décentralisée, avec forcément d'autres forces, mais aussi d'autres faiblesses. Bravo à toi en tout cas si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, car tu fais vraiment partie d'une toute petite minorité qui a l'envie et surtout la discipline d'améliorer son quotidien en se formant sur des sujets comme la finance personnelle. Tu fais vraiment partie de ces rares personnes qui font le choix délibéré de regarder ce genre de vidéos plutôt que regarder des vidéos de chats sur TikTok. Rien que pour ça, je te dis un grand bravo et je t'encourage à continuer comme ça, car crois-moi, ce travail finira forcément par payer tôt ou tard. Si j'ai pu t'apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur par le biais de cette vidéo, abonne-toi, laisse un pouce bleu et surtout un commentaire de référencement. Ça coûte rien, ça fait vachement plaisir et en plus, ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais.
Je te dis à très bientôt, car crois-moi, j'ai encore beaucoup de sujets que j'aimerais voir avec toi, donc abonne-toi, et puis je te dis à la prochaine fois. Salut, ciao ciao!